Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, good, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 258 du podcast Jean Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NFL. J'ai peur de saturer un petit peu, je vais baisser un chouïa mon micro et puis je vais accueillir dans le même temps Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. Salut tout le monde. Raoul, nous sommes encore seuls cette semaine. Je crois que ça fait 3 semaines de suite qu'on est seuls. Eh ouais, que veux-tu, on est abandonné. Série en cours. Bon, on passe, on fait une bise évidemment à Grégory et Raphaël qui nous écoutent et qui ne vont pas tarder à revenir. Ne vous inquiétez pas, on vous rappelle que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches encore cette année, 19h cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, parce que les Américains vont passer aussi à l'heure d'hiver, ce qui va nous remettre tous dans l'horaire habituel de la NFL. Gros menu comme d'habitude, on va faire un petit détour à Londres avec Loïc Goyet qui sera en ligne tout à l'heure. On va évidemment parler des grosses affiches de la semaine, les tops, les flops, vos questions, tout ça, c'est dans l'actu. Bon, tout ce qui est coach viré, tout ça, on fera au milieu des matchs quand on parle de l'équipe concernée. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai pas le jingle actu, c'est pour ça on n'a pas trop le choix. C'est parti. Hey, Chris Long, Eagles defensive end here. You listen to the Touchdown Podcast. What's up, France? Hey, what's up? This is Fletcher Cox from the Philadelphia Eagles, and you listening to the Touchdown Podcast. Hey, this is Brandon Graham with the Philadelphia Eagles, and you're listening to the Touchdown Podcast. How's it going? This is Jason Kelsey from the Philadelphia Eagles, and you're listening to the Touchdown Podcast. If you dare. Quel jingle, mes amis. On sent que ça t'a fait du bien de pouvoir revenir au jingle un peu long. Oui, alors c'est vrai qu'il est long celui-là. Oui, cette année, ça m'a fait du bien, clairement. Il est long et on a quand même non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 champions en titre, 4 Eagles. Loïc Goyet nous en parlera un petit peu plus tard de cette rencontre avec tous ces joueurs qui nous ont fait des jingles très sympas. On va commencer quand même par les Rams et les Packers. 29 pour les Rams, 27 pour les Packers. On a failli avoir un ballon de la gang pour Aaron Rodgers à 2 minutes de la fin, mais Ty Montgomery a relâché le retour. Dommage parce que les Packers ont vraiment accroché les Rams dans cette rencontre. Ils ont forcé des punts sur les 5 premières séries de Los Angeles. 89 yards sur leurs 5 premières séries pour les Rams. Jared Goff a été saqué 5 fois. Il a été sous pression constamment. Et finalement, ils s'en sortent. Est-ce qu'ils sont imbattables ou est-ce que Green Bay a juste joué de malchance ? Alors, ils sont pas imbattables, mais Green Bay a joué de malchance clairement. Et surtout, tu l'as dit, cette action un peu étonnante de la part de Ty Montgomery de vouloir sortir alors que clairement 75 yards pour Aaron Rodgers, c'est bien quoi. Avec 75 yards, il peut faire ce qu'il veut. Donc bizarre, il y a cette polémique qui suit, qui dit qu'il savait pas où il était dans la end zone, que en fait les consignes n'étaient pas claires, qu'on sait pas trop pourquoi il est sorti. Bon, c'est dommage parce qu'en fait ça vient gâcher une fin de match qui était largement à leur portée et derrière ça offre c'est encore plus triste dans la mesure où derrière les Rams font le bon choix, je trouve notamment Todd Gurley qui fait un match un peu diesel de pas rentrer dans la end zone pour garder le ballon et finir le match. Donc c'est un détail mais ça peut compliquer la suite de leur saison alors que Los Angeles reste invaincu. Oui, on a eu le débat avec Raphaël pendant la semaine. Todd Gurley, il a raison de mettre le genou par terre et de pas marquer le touchdown. Évidemment, ils étaient en avance et ils prenaient le large à 9 points. Normalement, ils étaient plutôt tranquilles. Mais quand tu as Aaron Rodgers en face, si tu peux finir le match, si tu peux éviter que quelqu'un se blesse de plus, si tu peux éviter de jouer en plus, tu poses le genou au sol.
au lieu d'être sûr à 99,9% de gagner, si tu peux être sûr à 100%, c'est quand même un peu mieux. C'est mieux. Todd Gurley, 195 yards cumulés sur ce match, mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a l'importance des équipes spéciales, il y a un fumble donc, qui est capital. Il y a la version aussi, moi, que j'ai peut-être tendance à penser, c'est qu'apparemment il était frustré avec son rôle et quelqu'un a témoigné, je crois que c'était à Yahoo, il disait il a été sorti, il se plaignait un peu pendant le match de son rôle, il n'était pas content. Du coup, il a reçu ce ballon et il s'est dit je vais montrer au coach que je peux la sortir et que je peux y aller. Ce qui serait Du coup, c'est con. Du coup, ça l'enfonce. Bon, mais la réaction est humaine, ça me semble pas, ça me semble pas impossible. En tout cas, donc il y a ça, il y a une passe pour un first down aussi de Johnny Hacker, quand même, du côté des Rams, qui relance bien son équipe qui avait du mal. Mais pour moi, il y a quand même la leçon, en tout cas en attaque pour les Rams, c'est Jared Goff qui a 19 sur 35, 295 yards, 3 touchdowns. Et je trouve qu'il passe le test de légitimité sur ce match parce qu'il est quand même bien sous pression, ils sont derrière, ils ont du mal, c'est très verrouillé pendant le match. Pourtant, il lâche pas, il fait pas d'erreur, il finit avec 3 touchdowns et il mène son équipe à la victoire. Et je pense que moi, c'est le dernier truc qu'il fallait pour me rassurer sur cette équipe des Rams. Alors évidemment, ça les prévient pas d'un mauvais match un jour, mais je trouve qu'en effet, j'avais tendance à craindre que ce soit vraiment Sean McVay, le système autour de lui, qu'il le mette vraiment en avant, que quand tout va bien, mais le jour où ça allait être derrière, ça allait être plus compliqué. Là, il a quand même passé le test avec succès. Ouais, il passe le test avec succès et Jared Goff met toute l'attaque, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Et je pense aussi, encore une fois, à Todd Gurley. À la mi-temps, j'ai plus ses stats, mais il avait il avait très peu de yards et c'était compliqué. Et finalement, il finit à 114. Donc, ouais, c'est la preuve que cette équipe-là, elle est capable de faire un peu le dos rond. Et petit à petit de se remettre dans le match, d'aller embêter un peu Aaron Rodgers aussi sur la fin. C'est rassurant et c'est la preuve que il y a des sérieux arguments du côté de Los Angeles. Est-ce que c'est quand même un match rassurant pour les Packers? Alors pas côté bilan évidemment, puisqu'ils aimeraient bien être dans une meilleure position, mais est-ce que c'est un match rassurant quand même du côté du jeu? Parce que si on enlève Aaron Rodgers, il y a quand même une défense qui a montré des bonnes choses. Avec Mike Pettin, ça commence à prendre forme. Kenny Clark est à 2 sacs, Blake Martinez est à 1 sac. On cherchait des joueurs pour mettre de la pression en dehors de Clay Matthews, ça commence à venir. Jair Alexander est bon dans son retour. Donc j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des éléments sur des choses sur lesquelles on les a beaucoup critiqués, que ce soit la défense ou le jeu au sol. Alors au moment où je vous parle, au moment où on enregistre, je le dis quand même, Détroit vient d'envoyer Golden Tate à Philadelphie. Ouais, c'est beau. Voilà, on en parlera un petit peu avec Loïc puisque c'est côté Eagles. Tiens. Ouais. Golden Tate, on enregistre et je vous fais le direct. Vous pourrez dater à quel moment on enregistre. Golden Tate envoyé à Philadelphie. Donc je disais, on les a beaucoup taillés sur la défense, sur le jeu au sol. Là, ils ont de la défense avec des pass rushers et puis Aaron Jones au sol. Ouais. Donc il y a quand même des éléments intéressants. Alors c'est intéressant parce qu'on part de loin quand même et c'est ça aussi qui rend ça intéressant parce qu'en soi c'est quand même pas ouf d'avoir perdu ce match-là dans ces conditions-là. En dehors du fumble de la fin, de s'être fait remonter comme ça, bon, je suis quand même encore un peu circonspect sur ces Packers en dehors d'Aaron Rodgers parce que est-ce qu'ils sont capables de faire ça à chaque match, je sais pas encore. Là, c'est une première contre des Rams, donc c'est une grosse équipe, c'est bien. Mais j'attends la régularité parce que c'est ça qui est important en NFL en fait. Bon, et puis ils ont un calendrier qui va pas les aider par contre, clairement, les Packers. Je te donne leur calendrier à venir chez les Vas-y. Patriots, Dolphins, chez les Seahawks, chez les Vikings, Cardinals, Falcons, chez les Bears, chez les Jets, chez les Lions. Il y a des matchs évidemment largement à leur portée, mais Patriots, Seahawks, Vikings, Falcons, Bears et même Lions sur une dernière journée. Ouais. C'est pas facile. Division NFC Nord qui va peut-être être la plus serrée. Quand tu regardes aujourd'hui, tu as Chicago qui est à 4-3, Minnesota 4-3-1, Green Bay 3-3-1 et Détroit 3-4. Donc en fait, ça se joue en un mouchoir de poche et les 2 dernières semaines où généralement tu affrontes les adversaires de division, ça va être la folie. Ouais, non, ça va être compliqué. Là, du coup, les playoffs, ça semble dur dans cette NFC. On sait pas. C'est franchement, les 4 aujourd'hui peuvent encore y aller. Ouais, ça va être serré. Lions 14, Seahawks 28. Est-ce que les Seattle Seahawks sont de retour, Raoul?
Ben, ça commence à y ressembler. C'était je suis content parce que c'est le fameux affrontement Matt Stafford contre Russell Wilson dont on parle le temps depuis des années. Non, c'est bien. Moi, je n'attendais pas les Lions aussi bas, surtout après les bonnes performances des semaines passées. Et Seattle continue de confirmer. Il y a de plus en plus. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a Russell Wilson est un peu moins inquiété qu'avant, ce qui me surprend, disons ce qui me rassure, c'est qu'il est un peu moins mis sous pression, Salid fait un peu du meilleur boulot et ça permet aussi aux Hawks de se remettre assez rapidement dans le bon sens en attaque, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et en défense, finalement, ça se met assez rapidement en place aussi malgré l'explosion dont on a parlé de la Legion of Boom. Il y a encore du monde à Seattle. Mais moi j'ai envie de dire qu'ils sont de retour sur la base ils ont retrouvé tout ce qui faisait tout ce qui les a menés au titre. Ils ont la 5e attaque au sol en NFL actuellement. Là ils ont gagné 176 yards au sol. Alors c'était Détroit, mais il faut les gagner quand même. Ils ont concédé 331 yards contre Détroit. C'est pas tant que ça, Non. parce que ça peut quand même être une attaque qui met des yards. Pas une seule fois Russell Wilson n'a été le meilleur coureur de son équipe cette saison. Il y a un vrai jeu de sol, il y a des coureurs qui sont là maintenant. Pete Carroll fait un super boulot et on est vraiment de nouveau dans la construction d'effectifs. On se croirait retourner au début du cycle en fait, Legion of Boom, etc. Et on sent qu'il prend plaisir et qu'il est là pour développer des joueurs en fait. On a vraiment l'impression que c'est ça. Il prend des jeunes joueurs, il les développe, il en fait une bonne équipe, il en fait une équipe soudée. Peut-être que le message s'use à la fin, mais là ils ont renouvelé et ils repartent sur ces bases-là et c'est quand même assez impressionnant. Et puis après il y a Russell Wilson. Les 10 premières passes complétées, 11 sur 12 en première mi-temps, 14 sur 17 pour 248 yards et 3 touchdowns à la fin. Première évaluation parfaite de sa carrière. Quand il est dans les bonnes conditions, il n'y a pas vraiment de débat où il n'y a pas à tortiller. C'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue, point barre. Tout à fait, je suis d'accord. Et ce côté d'amélioration du jeu au sol, justement, lui évite d'être trop souvent obligé de garder la balle et de risquer d'être sous pression. Donc ça aussi, c'est tout à fait positif pour eux. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, quand il n'a pas besoin de lancer 40 ballons par match, il peut faire. Là, ok, il en lance que 17. On a déjà vu des matchs où c'est, comment il s'appelle, Marcus Mariota qui lance 17 ballons, ça finit à 11 yards, à 111 yards et 2 interceptions. Là, c'est 248 yards. Donc certes, c'est pas beaucoup, mais sur 14 passes complétées, c'est bien. Et 3 touchdowns. Donc c'est hyper efficace. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de cette équipe de Seattle. Il faut que il y a encore une petite marge, il n'est pas obligé de lancer aussi peu de ballons à chaque fois, mais cet équilibre leur convient très bien. Ouais, non, mais clairement, comme tu disais, il n'est pas obligé de lancer beaucoup de ballons, mais il peut lancer beaucoup de ballons parce qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà bien fait. C'est vrai. Mais voilà, et il n'y a pas de honte à lancer que 17 ballons. Tom Brady l'a déjà fait des fois dans des matchs où les Patriots mettaient le paquet au sol. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. C'est un quarterback complet. Il faut juste qu'on lui donne une attaque un peu équilibrée. Et là, ça se passe quand même super bien. Les Lions, eux, sont quand même pas sortis d'affaire. Ils ont encore peiné au sol. Ils ont encore peiné contre le sol. On est revenu là pour eux dans tous les travers qu'ils avaient. C'est ça, et pas beaucoup de pass rush non plus, seulement 2 sacs sur Russell Wilson, alors que normalement c'est une ligne offensive qui est plus faible. Voilà, c'est difficile parce que cette équipe-là, tu sais jamais trop sur quel pied danser. T'as toujours les standards, Matthew Stafford qui fait un super match et Marvin Jones dans les airs, mais à part ça, voilà, tu sais pas trop. Du coup, il y a Golden Tate. Est-ce qu'il est encore là pour l'instant? Oui. Ah non, Golden Tate, il l'a envoyé. C'est ça, ouais. Ok, c'est ce qui me semblait. Si en plus tu te débarrasses de ça, ouais, mais j'avais un doute du coup. Compliqué. Oui, là on sent que c'est une saison qui va prendre une drôle de tournure du côté de Détroit. On sait pas trop là. Franchement, je sais pas trop quoi faire de cette. Alors après, il était dans sa dernière année de contrat, Golden Tate. Donc il y a ça. Mais c'est quand même. Mais encore une fois, c'est dommage parce qu'on l'a dit tout à l'heure que la division est pas perdue et loin de là. Il y a encore beaucoup de matchs interdivision à jouer, donc intra-division. C'est pas évident. Ouais, on va justement passer à la destination de Golden Tate qui était Philadelphie. On va accueillir un invité. Jaguars 18, Eagles 24. On accueille Loïc Goyer. Est-ce que Loïc, tu m'entends? Ouais, salut à tous. Bonjour. Salut Loïc. Une vieille connaissance de Raoul, puisqu'on peut faire un peu de promo. Vous enregistrez le podcast Nerf This ensemble. Mais oui, c'est vrai, j'allais dire, c'est sympa de se retrouver dans d'autres circonstances.
Donc, c'est en cours la saison d'Overwatch ou pas? Je sais pas comment ça se passe. Overwatch League, ça reprend le 14 février, donc pas de Saint-Valentin pour vous, messieurs. Mais il y a la Coupe du Monde ce week-end. C'est vrai, Coupe du Monde. Allez, la France. Allez, assez pour l'autopromo, messieurs, on va rester sur la NFL quand même. Loïc, déjà, première réaction, Golden Tate arrive à Philadelphie contre un choix du 3e tour. C'est officiel pour la compensation. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que ça veut dire qu'ils sont pas très optimistes sur le retour de Mike Wallace et de Mac Collins, qui sont les 2 options pour le 2e poste de wide receiver derrière Alshon Jeffery. Donc ça veut dire qu'ils veulent absolument profiter encore de cette génération qui a gagné l'année dernière, et ils y croient encore, mais que les 2 autres wide receivers ne reviendront pas. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal s'ils veulent gagner tout de suite. Par contre, ça me semble peut-être un poil cher le 3e tour pour un joueur qui est sur sa dernière année. Ça va, attends, 3e tour, ça va. Tout ça mais pour 3 matchs, enfin pour 8 matchs, c'est peut-être un peu léger, je sais pas trop. À voir. Après, ça reste un joueur qui est très fort, hein, donc ça peut être intéressant pour soulager Hurts et Jeffrey qui étaient quand même pas mal sollicités par Wentz depuis le début de la saison. Bon, je suis en train de chercher les choix de draft. Alors, est-ce que tu regrettes Rasul Douglas, par exemple, que vous avez sélectionné en 2017 au 3e choix, ou Isaac Semalo en 2016, Jordan Hicks en 2015, Josh Huff en 2014, Benny Logan en 2013. Je te donne que les 3e tours. Nick Foles en 2012. Bon, ça avait quand même plutôt pas mal c'est marché. pas mal. Il y a Foles et Hicks, quoi, mais le reste, c'est vrai que c'est moyen. Voilà. Donc voilà, on est d'accord, les 3e tours, ça vaut rien, vous avez bien fait de récupérer Golden Tate, on joue pour la win tout de suite. Donc Loïc, en dehors des analyses transferts, tu étais à Londres, tu as vu ce match entre les Eagles et les Jaguars. Est-ce que Carson Wentz est bien de retour? Est-ce que tu es rassuré? Oui, je pense que Carson Wentz a fait un bon match. Il a eu un peu de mal au tout début parce que sur les 2 premiers drives, il perd la balle 2 fois, une première sur un fumble, la deuxième sur une interception un peu stupide. Mais mis à part ça, il a bien fait bouger le ballon. Dans les drives importants, il a toujours été là pour marquer. Il a trouvé des cibles malgré les blessures, justement, et malgré le fait que le jeu au sol était un petit peu en difficulté, encore une fois à cause des blessures. Mais dans l'ensemble, Wentz fait un match plutôt solide, et il est bien de retour. Son genou a l'air de tenir, il va au contact, il court. Donc je pense que Wentz est bien de retour. 7 sur 12 pour les 3e tentatives du côté de Philadelphie sur ce match. Ils ont usé la défense des Jaguars. Bon, Jacksonville avait toujours pas de jeu au sol. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque de Jacksonville, toujours sans jeu au sol et avec Blake Bortles? On a senti qu'ils étaient limités parce que Blake Bortles ne faisait quasiment que des passes courtes. Les gros gains de yards sur les actions de Jacksonville, c'était surtout sur des courses après avoir reçu le ballon. On a vu un peu un Bortles un peu comme les Chiefs jouaient il y a 2-3 ans, avec beaucoup de passes courtes. Et ça s'est surtout senti sur la fin de match où Jacksonville avait le ballon pour essayer de revenir, voire même dépasser Philadelphie au score. Et ils avaient des 3-1 ou des 4-1 même à jouer, et ils ont préféré jouer à la passe plutôt qu'à la course. Et ça a posé question parce que du coup, comment fait les Jaguars? Ils ont pas d'attaque. L'attaque est vraiment difficile. Là, le running back, ils font pas suffisamment confiance sur des jeux courts, sur des gains courts. Et derrière, Blake Bortles a du mal à lancer en profondeur. Donc, et pourtant, les Eagles n'ont pas un énorme back court. En tout cas, les cornerbacks sont pas terribles, et il y a une grosse blessure avec McLeod qui est plus là pour la saison en safety. Donc attends, Loïc, tu veux dire que McLeod n'est pas immortel? Oui. Moi je l'ai. C'est bon, un beau 8 sur 10 là, c'est bien. Merci. Donc moi je suis un peu inquiet pour les Jaguars parce qu'on a l'impression qu'ils sont à court d'options en attaque, tout simplement. On va revenir un petit peu sur ton week-end londonien. On l'a dit, hein, le match a été quand même largement à l'avantage de Philadelphie. Tu nous as bien analysé tout ça, mais évidemment, nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'essentiel. Hein. Est-ce que tu as bien mangé? Écoute, c'était pas mal. Un petit saumon avec des galettes de pommes de terre et du coleslaw, et puis un bon crumble aux pommes en dessert. C'était propre. J'ai bien aimé. Pas mal ça. Et alors, l'autre question qui nous brûle les lèvres évidemment, c'est est-ce que tu as tapé un peu dans les 64 000 $ de bouteilles des Jaguars le vendredi soir? Est-ce que tu étais avec eux? Qui n'a pas voulu payer? Comment ça s'est passé, quoi? J'aurais bien aimé, malheureusement non, je n'étais pas là, je n'étais pas encore à Londres, mais oui, c'est vrai que c'était une histoire qui avait un peu fait parler dans les travées de Wembley avant le match, ouais. J'imagine tellement Loïc en boîte avec les joueurs des Jaguars. Oui, moi aussi, du coup. Tout à fait mon genre.
Bon, la journée au stade, ça s'est passé comment? Alors, on précise, c'était la première fois, toi, que tu allais sur le match. Nous, on est un peu blasés, du coup, on en parle moins, etc. Mais on aime bien avoir les témoignages des autres. Bon, non, moi j'aime bien. C'est vrai. Bah écoute, la journée est passée super vite. La première chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire aux abords du stade avant la rencontre. Nous, on était venus avec Nicolas Michel, qui m'a accompagné ce week-end. On est arrivé vers les 10h, il y avait déjà énormément de monde. Il y avait une espèce de Jag Zone, une espèce de mini fan zone pour les Jaguars qui était déjà pas mal assaillie pour des petits ateliers de réception, de lancer de balles. Et puis il y avait une plus grosse zone qui est la zone tailgate, où là on peut rentrer seulement avec un billet. Et il y avait pas mal de trucs, on pouvait aller voir le trophée, on pouvait faire signer des choses par des joueurs, il y avait pas mal d'ateliers aussi, il y avait une boutique, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde pour rentrer dans la boutique, il y avait à peu près, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et puis après le match, c'est un plaisir quoi de voir enfin ça en vrai. C'est très impressionnant. Il y avait 85 000 personnes dans le stade. C'était le record d'affluence pour un match à Londres. C'était quand même, voilà, c'est une très belle ambiance, c'est très familial. Il y a beaucoup de choses à faire. La journée est vraiment passée super vite. Et puis pour tous nos auditeurs, s'ils ont l'occasion un jour de le faire, je peux que conseiller d'y aller parce que c'est une super expérience et c'était une super journée. Bon, alors là, tu l'as joué humble. Tu as dit pour nos auditeurs, je vous conseille de faire l'extérieur et tout. Mais explique-nous ce que tu as fait que tout le monde ne peut pas faire. Oui, à la fin du match, comme vous avez pu le faire avant moi, on est allé dans les vestiaires avec Nicolas et puis on a pu rencontrer les joueurs. Et ça, c'est aussi c'est une expérience assez particulière. Hein. On rencontrait les joueurs, certains qui sortent des douches, d'autres qui sont encore en tenue, et puis voilà, de les voir. J'ai eu l'honneur de voir Carson Wentz se changer devant moi. C'était très émouvant. Attends, quand tu dis ça, on a l'impression que tu avais une main dans ton pantalon, par contre. J'ai regardé Carson Wentz se changer. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'attendais pas du tout à le voir, et puis d'un seul coup, je tourne la tête, et là, je le vois, et puis j'étais pas prêt, en fait. Et puis je suis resté dénu, comme ça, j'étais avec mon petit téléphone en train de filmer, et j'étais en mode, oh, c'est Carson Wentz. Et j'étais devenu un enfant de 4 ans, quoi. Non, mais, sans plaisanter, ce qui était très sympa, c'est que la plupart des joueurs étaient plutôt détentes, notamment, je pense à Jason Kelce, qui était vraiment très cool. Et on sentait que les joueurs étaient quand même plutôt heureux de gagner ce match-là. Malcolm Jenkins l'avait dit en interview. Voilà, c'était un match qui était absolument très important pour eux. S'ils le perdaient, ça commençait à être compliqué pour les playoffs. Et on les sentait quand même très rassurés dans les vestiaires de ne pas avoir failli ce jour-là et de pouvoir rentrer à la maison avec encore l'espoir de jouer les playoffs en fin de saison. Bon, c'était qui le plus sympa, qui t'a checké, qui t'a fait des conseils j'ai eu deux choses. C'est Kelce, déjà très sympa, avec qui j'ai fait un check, et puis je lui ai raconté le fameux pari que j'ai fait l'année dernière avec Raoul, et ça l'a fait rire. Donc, un pari? Quel pari? Un pari bref, les gens le savent, et ceux qui le savent pas, ils le savent pas, et tant mieux. J'ai pas trop les private jokes à l'antenne, normalement, je dois expliquer. Hein. Bon, là, on n'expliquera pas trop, parce que c'est un peu privé. J'ai terminé tout. On a fait un pari un peu déçu. J'ai terminé tout, oui, parce que Nick Foles a gagné le titre de MVP l'année dernière. Voilà. Et sinon, il y a aussi Chris Long qui, quand je lui ai demandé d'enregistrer le générique, a entendu mon terrible accent français et qui, du coup, m'a demandé de lui faire des crêpes, et j'ai pas su quoi lui dire. Et après, il m'a conseillé de regarder un film où Will Ferrell parle de crêpes. Je me souviens plus trop, mais il était aussi très sympa. Ouais. On en a parlé hors antenne. Apparemment, il t'a conseillé de regarder Ricky Bobby, roi du circuit. Donc. C'est ça. Dans lequel il y a des clichés affreux sur les Français. Donc on ne sait toujours pas si Chris Long a respecté ou pas Loïc au cours de cette intervention. Il avait l'air très sympa, mais peut-être que c'était un sourire de façade et avec un énorme troll derrière, je ne sais pas, mais en tout cas il était très abordable et très gentil. Bon, et du coup on terrasse ce que tu as fait ensuite en soirée avec les Eagles. C'est ça, quoi. Non, c'était T'as pris l'avion avec eux, non, au début? Tu t'es pas gouré? Ah, j'aurais bien aimé. Non, par contre, c'est vrai que c'était une petite déception. Après, nous, on a quitté un peu le stade un peu tard avec Nicolas, mais on s'attendait à ce qu'il y ait un peu de fête un peu derrière. Bon, il y avait quelques personnes qui étaient un peu joyeuses, on va dire, qui ont célébré dans les bars du coin, mais il n'y avait pas grand-chose. Je me suis juste fait insulter par un fan des Cowboys qui a vu que je portais un bonnet des Eagles, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé dans l'après-match pour moi. Sérieux? C'est rare à Londres, pourtant les gens sont plutôt bonne ambiance. Ouais, mais il marchait plus très droit le monsieur, et puis bon, j'imagine que quand t'es habillé de la tête aux pieds aux Cowboys, tu vas voir un match et que tu vois les Eagles gagner, c'est toujours un peu dur pour encaisser. Ouais, c'est autre chose. Bon, après, en même temps, il n'y avait pas son équipe, hein, donc le mec va voir un match des Eagles, il va pas se plaindre que les Eagles gagnent.
non plus, quoi. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, on est content que tu aies passé un bon moment et que tu te sois bien amusé alors. Et je suis en train de réaliser que je n'ai pas de jingle, donc je peux continuer à meubler en te posant une question supplémentaire parce que je n'ai pas de jingle de transition. Super. T'as vu? On gère comme on peut là. Je sais, j'ai fait une petite bêtise. Hop, je vais mettre ça. Allez, hop. Non, ça veut pas. En plus, j'ai un bug avec. J'ai un bug. Bon, je vais devoir faire un jingle à la bouche. Je sais pas comment ça va se passer. Bah, chante une petite chanson. Mais oui, et ben attends, parce que là, j'ai pas de. Je sais pas pourquoi ça veut pas partir. Hop, attends, j'essaye, hein. Mais ça veut pas. Hop. Si, c'est bon. J'ai un jingle de transition. Merci beaucoup, Loïc. Bah, merci à vous. Et puis nous, on a fait un petit moment londonien un peu plus long, donc on va aller un poil plus vite sur les matchs. Yes. Mais on enchaîne juste après ça. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. Raoul, on continue ce débrief des matchs de la semaine avec Panthers Ravens 36-21 pour les Panthers. C'était un possible match de la semaine. Alors on en parle tout de suite. 36 points pour les Panthers face à la défense numéro 1 en NFL. Cam Newton est à 2 touchdowns à la passe, 1 au sol, 13 touchdowns pour 4 interceptions cette saison. Cette équipe est le prétendant au titre dont on parle le moins selon moi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord dans la mesure où on commence à retrouver un peu cette dynamique en attaque qui fonctionnait bien et qui avait fait de Cam Newton le MVP en 2015, 15 ou 16, j'ai un doute. C'est 2015, il me semble. C'est saison 2015 et il perd au MVP au Super Bowl 2016. Donc, ouais, il y a clairement un truc qui est en train de se mettre en place du côté de Carolina. C'était encourageant les semaines précédentes. Là, de battre aussi clairement les Baltimore Ravens, qui, tu l'as dit, était la première défense de la ligue, c'est un statement, comme on dit. C'est genre, ça y est, on est là, on est de retour. Greg Olsen est de retour et ça, encore une fois, tu sens que c'est son gars sûr à Cam Newton dans la end zone. Donc, ça, c'est toujours important. Et Newton, il fonctionne beaucoup au mental et à la motivation. Et d'avoir ça, c'est bon pour lui. Donc, ouais, attention aux Panthers qui, à 5-2 en NFC, font office de très sérieux prétendants à la division sud en tout cas, et derrière il va falloir faire mieux, c'est possible. Ouais, non, moi je suis assez confiant sur cette attaque. Il y a du progrès avec DJ Moore et Curtis Samuel notamment. DJ Moore qui est une des révélations de ces derniers temps avec pour les Panthers. La défense joue dur aussi, donc franchement, moi je suis assez confiant pour cette équipe de Carolina. Quand il est dedans, Newton, il est incroyable. Le touchdown à la course, là où il joue la défense, c'est quand même c'est Eric Weddle qui disait c'est un dinosaure, genre, parce qu'en fait il le décrivait comme ça en disant c'est un dinosaure, il court tout droit et il dégomme des mecs sur son passage, quoi. Ouais, le T-Rex dans le 2, quoi. Ouais, très bien. Et alors lui, je sais plus à quel, il l'a comparé à un Triceratops, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pour les amateurs de dinosaures. Mais c'est vraiment ça. Il est impressionnant, Cam Newton. Il peut être agaçant, il peut être tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur incroyable. Eric Weddle qui disait que les Ravens sont une équipe moyenne. Ils jouent Steelers et Bengals sur les semaines à venir, donc clairement ça va être hyper important dans leur conférence, leur division, pardon. En tout cas, il leur faut cette défense parce que sinon c'est compliqué quand même de suivre en attaque. Ouais, maintenant c'est compliqué de jouer les Steelers et les Bengals, ça je suis d'accord. C'est des équipes qui connaissent, c'est des équipes que John Harbaugh, le coach, connaît très bien. Donc ça peut les aider par rapport à des Panthers qui sont dans un style un peu différent, où au contraire c'est une attaque très explosive. Bon voilà, c'est pas le genre d'équipe qu'ils ont l'habitude de jouer. Là, la défense, tu l'as dit, elle va jouer très clairement dans la balance et elle peut faire quelque chose contre voilà, les Steelers et les Bengals qui n'ont pas toujours été au top cette année. Je suis pas encore inquiet pour les Ravens, mais je rejoins Eric Weddle dans la mesure où c'est une équipe moyenne. Déjà sur le bilan, ils sont à 4-4 et surtout aujourd'hui, Joe Flacco, on le dit souvent, hein, c'est un quarterback qui est capable de te faire gagner dans certaines dispositions, mais c'est pas un type qui va envoyer 400 yards à chaque match, donc tu sais jamais trop d'où va venir le danger avec les Ravens et parfois ils viennent de nulle part, c'est un peu le problème.
Vikings 20, Saints 30. Les Saints sont aussi des prétendants. Ils ont été malmenés en début de match et puis ils ont dominé au sol. Ils ont mis la pression sur Kirk Cousins. Ils ont volé des ballons. 120 yards pour Drew Brees seulement. C'est son plus petit match en tant que titulaire des Saints. Donc ça fait un moment. Mais ils sont solides. On parlait justement qu'il n'y avait pas de pression ou quoi que ce soit des fois sur le quarterback ou qu'il n'y avait pas de honte, je veux dire, à lancer peu de yards. Avec Russell Wilson tout à l'heure, on disait, là c'est exactement l'exemple. Drew Brees, il lance que 120 yards, mais c'est pas grave, il fait ce qu'il a à faire et surtout, ils sont solides de partout maintenant, ou au moins opportunistes en défense. Pas encore solides, mais opportunistes. Ouais, c'est ça. Et en fait, sur ce match-là, c'est beaucoup la défense qui les fait gagner dans la mesure où les Vikings ont beaucoup plus le ballon, les Vikings ont plus de jeu, ont plus de first down, mais derrière plafonne à 20 points et ouais, t'as ce troisième, ils mettent 7 points seulement en deuxième mi-temps, c'est très peu. Pourtant, tu vois des mecs qui ont des stats à peu près normales. C'est 360 yards pour Kirk Cousins, c'est encore 100 yards pour Adam Thielen. Tu te dis, avec une attaque comme ça, tu mets plus que 20 points. Non, bravo à la défense des Saints qui prouve que cette équipe-là, elle sait s'adapter aussi à son adversaire dans la mesure où, tu l'as dit, Brees, il n'a pas besoin de lancer des camions de yards à chaque fois. Si là, il lance, tu vois, c'est ça, c'est 120 yards, ça suffit. Et les Vikings ont perdu 7 fumbles cette saison. C'est le fumble d'Adam Thielen notamment qui relance ce match. C'est frustrant pour eux parce que c'est vrai qu'il y a quand même d'énormes qualités. Thielen, c'est son 8e match de suite à plus de 100 yards. C'est un record pour démarrer une saison et il égale Calvin Johnson pour le record de nombre de matchs à la suite avec 100 yards, quel que soit le moment de la saison. Mais c'est frustrant pour eux parce que c'est vrai qu'il y a des qualités et ils se tirent une balle dans le pied quand même avec ces erreurs-là. Donc ce sera surveillé. Après, ils sont dans la lutte avec les Packers. Ouais, c'est pas encore perdu. Bears 24, Jets 10, seulement 207 yards pour les Jets. Heureusement que Khalil Mack était pas là, parce que sinon je sais pas ce que ça aurait fait. Un seul passage en zone rouge pour eux. Après, Sam Darnold a plein de blessés autour de lui, donc c'est quand même dur de le juger. Ouais, cette saison, elle est un peu triste pour les Jets parce que, triste. Disons que ils auraient pu avoir un truc un peu plus sympa et offrir une première saison. Sam Darnold aurait pu offrir une saison un peu plus flashy. Là, on sait que c'est le bon choix, encore une fois. Moi, je suis convaincu, et je le dis depuis le début de cette saison, que c'est très bien ce qu'ont fait les Jets. C'est dommage que cette saison 1, elle soit un peu gâchée par ces blessures-là. Il y a des coups d'éclat, ils vont faire des coups d'éclat de temps en temps, ils vont sortir des jeux au sol incroyables. Sam Darnold fera des matchs incroyables, mais pas toutes les semaines, et là, contre les Bears, c'est trop dur. Alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Mitch Trubisky, pas facile de juger non plus. Il a un touchdown de 70 yards en première mi-temps, mais il est aussi à 4 sur 12 pour 45 yards en première mi-temps si on enlève ça. Donc, voilà, c'était mieux en deuxième mi-temps, mais ça reste le facteur X quand même, Mitch Trubisky. Il a encore des choses à régler. Il y a encore des passes très imprécises. C'est dommage parce que c'est pas le quarterback qui est le plus sous pression de la ligue. Il doit régler ça assez rapidement. Bengals 37, Buccaneers 34. Je suis désolé si je suis un peu plus dissipé aujourd'hui, c'est parce que je garde un œil en même temps sur la trade deadline, sur ce qui se passe en même temps. Donc Bengals 37, Buccaneers 34. Fitzmagic remonte 18 points, mais les Bengals ne craquent pas en fin de match. On retourne 3 semaines, un mois en arrière avec le débat Jameis Winston, Ryan Fitzpatrick, et cette fois, c'est Ryan Fitzpatrick qui a regagné la place. Ouais, bravo. Non, mais c'est terrible parce que au début, j'ai pensé, quand ils ont mis Winston titulaire, je me suis dit, ok, pourquoi pas Winston, il faut lui donner les clés de l'attaque, il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est quand même un premier choix de la draft et il est censé répondre aux attentes de son équipe. Finalement, pas trop, et je sais pas si c'est mental, je sais pas si c'est physique, mais il y a un truc qui va pas avec lui. Il y a cette interception qui lance la deuxième, là, il est à l'arrêt, il la lance tout de suite en plein dans les mains du défenseur. Il y a un truc qui va pas. C'est mental. Je te réponds tout de suite à ta question. C'est mental. Et à mon avis, il vaut mieux pas le faire jouer d'ici la fin de la saison, au sens où il a une 5e année en option sur son contrat rookie, ou je sais plus, je crois que c'est celle de son contrat rookie, mais elle est à 15 ou 20 millions de dollars la dernière année, et elle devient garantie en cas de blessure. Ah ouais, alors non, surtout pas. Oh là là. Donc voilà. Je pose ça là, mais à mon avis, ne le faites pas jouer. Parce que je le vois venir gros comme une maison. S'il joue, il se blesse et la thune, elle est garantie. Clairement. Les Bengals, donc on l'a dit, Ryan Fitzpatrick sera titulaire. Après, ça semble évident quand on voit la cohésion de l'attaque autour de lui quand il est sur le terrain par rapport à quand c'est Jameis Winston. Ouais, parce que même quand il fait des erreurs, en fait, il apporte un truc, et les gens ont envie d'aller avec lui. Alors, je sais pas si c'est la barbe qui fait ce côté sympa ou quoi, mais tu sens que
les autres le comprennent et que même quand ils se trompent, c'est pas grave, on continue et on enchaîne. Winston, quand il se trompe, j'ai l'impression que ça énerve tout le monde en fait, et du coup, ça marche pas. Alors, c'est très méchant et c'est peut-être très idiot ce que je fais parce que c'est du jugement sans être dedans, mais je pense que Ryan Fitzpatrick est un adulte et que Jameis Winston l'est peut-être un peu moins et que les autres se gavent de ça. Je pense qu'ils en ont marre. Peut-être, hein, mais c'est possible. C'est une supposition, hein, je les connais pas, mais bon, quand on voit ce qui se passe sur et en dehors du terrain, je pense que c'est quand même assez criant. Bengals 576 yards encaissés quand même, qui sont sur les bases pour être la pire défense de l'histoire de la ligue sur les yards encaissés. C'est une catastrophe. Carl Lawson est blessé pour la saison en plus, c'est un de leurs joueurs compétents. Leur attaque est compétente, hein, parce qu'on parle pas du coup des gros matchs de Joe Mixon et J. Green, Taylor Boyd qui font des gros matchs sur cette rencontre, mais leur défense est tellement atroce qu'ils vont être à portée de tir pour tout le monde dans tous les matchs, quoi. Ouais, et puis l'attaque, elle performe, c'est bien, mais elle performe face à la défense des Buccaneers. Donc, c'est pas forcément rassurant. C'est pas comme les Chiefs où tu sais que ils vont prendre des paquets de yards, mais derrière, ils vont réussir à en planter 40. Avec les Bengals, ça sera pas 37 à chaque match. Chiefs 30, Broncos 23. Ils ont été accrochés, mais l'attaque des Broncos ne pouvait pas suivre. Ils ont perdu 2 ballons, notamment les Chiefs. C'est dommage. Alors, je sais plus si c'est les Chiefs ou les Broncos qui ont perdu 2 ballons. Je dis peut-être une erreur. Mais ils ont fait bosser Patrick Mahomes, en tout cas, au début. Il a été intercepté une fois, mais il a lancé 4 touchdowns aussi. Ils ont, encore une fois, il y avait des bonnes intentions. Il y a du jeu au sol avec Philippe Lindsay, qui a 95 yards pour Denver. Mais ils peuvent pas suivre une attaque des Chiefs comme ça. Après, encore une fois, ils les jouent serrés quand même. Ouais, ils les jouent serrés. C'est un duel de division, donc c'est toujours un peu plus relevé. Et tu l'as dit, le jeu au sol de Denver, qui leur redonne un peu d'espoir parce que c'est quelque chose qui manquait clairement les dernières années. Là, Case Keenum, fait pas un match catastrophique. Il prend 5 sacs quand même, hein, c'est pas mal. Il perd 40 yards sur les 5 sacs, donc c'est beaucoup. Les Broncos, je les imaginais mal faire mieux. Ils ont fait du mieux possible. Ils perdent d'un touchdown d'écart. Face à ces Chiefs-là, c'est loin d'être ridicule. Giants 13, Redskins 20. Les Redskins sur leur force, 182 yards au sol contre 37 yards au sol aux Giants. Ça résume tout ce qu'ils font en ce moment. Ils sont costauds sur les lignes. Ils démontent les lignes adverses. C'est cool, hein. Adrian Peterson est à 149 yards et un touchdown. Il profite de cette ligne-là. Les autres de l'autre côté, Robinson et c'est Darren Payne, voilà, je cherchais le nom. Le duo d'Alabama qui sont costauds sur la ligne défensive. Ils font plaisir, moi je trouve, ces Redskins. Je suis vraiment content d'avoir dit au début de l'année qu'ils pouvaient faire des bonnes choses parce qu'ils sont en train de le faire, quoi. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de se diriger assez doucement mais sûrement vers la première place de cette NFC Est qui est toujours un peu chaotique. Et tu l'as dit, la ligne c'est bien. Et en fait, Alex Smith, c'est le quarterback qu'il te faut pour chapeauter un peu ça de loin entre guillemets, hein, mais laisser les lignes faire leur travail. Et Adrian Peterson, c'est la résurrection, quoi. Genre 149 yards, il a 33 ans aujourd'hui, il est MVP, je sais même plus en quelle année, en 2012 ou 13, c'est fou. 2000, je crois, ouais, c'est vieux, donc c'est top qu'il arrive à revenir à ce niveau-là après un peu les déboires qu'il a eu dans les équipes précédentes. Donc impressionné par cette équipe de Washington qui avance un peu masquée. Alors encore plus masqué que les Panthers. C'est peut-être pas au niveau de Carolina aujourd'hui, mais c'est pas à prendre à la légère parce que ces lignes-là, elles peuvent faire déjouer tout le monde. Ouais, c'est un ton en dessous, mais je trouve que ça fait plaisir dans un type de foot un peu old school comme Très, ça, où c'est costaud. C'est une franchise historique. Ça me fait... Ouais, moi ça me fait kiffer à regarder, très honnêtement. Eli Manning en face, 30 sur 47, 316 yards, 1 touchdown, 2 interceptions, 7 sacs. Alors, très bien, hein, il a pas une bonne ligne, etc. Mais il a l'air perdu. Moi, quand je le vois debout dans la poche et on a l'impression que le pass rush fond sur lui et qu'il est enseveli sous les pass rushers, il a l'air paumé. Moi, j'ai l'impression que ça fait déjà presque 1 an et demi que je le vois comme ça, et c'est fou que les Giants se soient pas réveillés plus tôt. Il y a eu cette histoire où il avait été benché par Ben McAdoo, le coach précédent, et ça avait fait le scandale de l'histoire. Bah ouais, mais au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux, les gars. Eli Manning, c'est sûr, c'est pas la solution. Alors du coup, la solution, on sait pas laquelle elle va être, puisque on a appris juste avant qu'il y avait plus de quarterback remplaçant pour l'instant. Non, alors, Kyle Loleta, il est en 3, je sais plus qui est en 2, mais j'ai un trou, tiens, sur la doublure
du côté des Giants. Mais je crois que Kyle Oleta, il est en 3, le rookie. Mais il s'est fait arrêter donc avant l'émission. Ouais, enfin, ça laisse moins de. Ouais, bah oui. C'était rien de grave, hein, il a coupé. Enfin, rien de grave. Je ne vous invite pas à le faire, évidemment. Mais il a coupé plus ou moins une ligne blanche, si j'ai bien compris. Il n'était pas bourré ou quoi que ce soit, mais il a pris un petit raccourci pour aller à l'entraînement et visiblement la police n'a pas aimé. Et lui non plus a pas trop aimé se faire arrêter par la police apparemment. Oui, il a donc failli bon. écraser. Ah, c'est Alex Taney, leur quarterback numéro 2. Oh là là, c'est le mec qui faisait des trickshots sur YouTube. quoi. Voilà. Ok, très bien. Qui a jamais lancé une passe en match officiel, si je dis pas de bêtises. Donc oui, ils sont en galère. Mais encore une fois, on va me dire, oui, vous tombez sur Manning, etc. Mais je suis désolé, la ligne n'est pas là. Mais les bons quarterbacks, ils rendent quand même leur ligne un minimum meilleur en se débarrassant rapidement du ballon. Le problème, c'est que Manning, il en est au point où il voit des fantômes, a priori, parce qu'il a l'air tétanisé, même quand il n'y a plus vraiment de pass rush. Donc c'est bien ça le problème. Et c'est un signe qu'il doit plus être à ce niveau-là titulaire. Enfin, il peut plus. Non, je ne pense pas. De toute façon, la saison est finie pour les Giants. Hein. Ouais. 1-7, il faut pas se leurrer, c'est fini. Donc, Odell Beckham, je sais pas combien de temps il va vouloir rester, mais très clairement, si ça change pas de quarterback rapidement, il va vouloir se barrer. Donc, il faut faire quelque chose du côté de New York, c'est sûr. Écoute, pour l'instant, on suit la trade deadline en même temps qu'on enregistre. Odell Beckham n'est pas transféré. Steelers 33, Browns 18. Et donc, la nouvelle de la semaine, Hugh Jackson n'est plus le coach des Cleveland Browns. Et Todd Allen n'est plus le coordinateur offensif des Cleveland Browns parce que les deux ne s'aimaient pas. Et tant qu'à faire, on a viré les deux. Plus simple. Je sais même pas quoi dire là-dessus. Ça me paraît tellement logique. Ouais. En tout cas pour Hugh Jackson. C'est logique et en même temps c'est un peu dommage. Alors pas parce que Jackson était un bon coach, hein, c'est sûrement quelqu'un de très bien, mais c'est pas un bon coach en tout cas de ce qu'on a vu. Et c'est dommage parce qu'on attendait cette saison un peu comme une saison différente pour les Browns, avec un quarterback dont on sait qu'il est le titulaire. Je dis pas un bon quarterback, mais au moins on sait qu'il est titulaire. Avec un jeu au sol qui allait mieux, avec une défense qui allait mieux. Il y a eu des éléments positifs. En tout cas, plus sympa que les années précédentes, mais il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs qui vont pas, et là, le coach, ça n'allait pas. Donc, bah, ça saute, à voir qui va prendre sa relève, mais l'histoire se répète à Cleveland, malheureusement. Ouais, non, clairement, il y a un truc qui va pas. Et ce qui est marrant avec ce souci, Hugh Jackson et Todd Allen, c'était qu'on le voyait venir tellement depuis l'intersaison. Dès Hard Knocks, on voyait que ça allait pas. Bah ouais. On voyait que les mecs pouvaient. On sentait qu'Allen, il était à ça de craquer. Au mois d'août. Donc clairement, il y avait un souci. Bon, Jackson, on va pas dire ça commence à remonter, etc. Ça va, il a gagné 3 matchs sur 40. Donc c'est un des pires coachs de l'histoire de la NFL. Il n'était pas là pour mener une équipe. Je lisais un papier de mmqb.com cet après-midi qui expliquait les dissensions en interne dans cette équipe, mais c'était du délire en fait. C'était du délire. Il avait donné l'autonomie à Todd Allen de gérer l'attaque. Et en fait, visiblement, il en avait marre, il se sentait exclu. Et du coup, le fait que Allen gérait tout de A à Z dans l'attaque tout seul, ça coupait un peu l'autorité de Jackson sur les joueurs offensifs, parce que du coup, ils ont référé qu'à Allen. Apparemment, Baker Mayfield respectait pas des masses Hugh Jackson non plus. Du coup, il y avait un climat de défiance parce que Jackson en avait marre que Allen fasse les choses dans son coin, alors que c'est lui qui lui avait autorisé pourtant. Il y avait un mec, du coup, qui était envoyé dans certaines réunions et dans certains projets offensifs, qui était un gars de Hugh Jackson, entre guillemets, et qui, du coup, était considéré comme un espion par les autres, quoi. Tu vois, genre, c'était l'espion de Jackson pour espionner ce que faisait Allen. Enfin, non, mais c'est du délire. Donc, mais encore une fois, c'est au head coach de mettre un climat de travail sain et cohérent dans une équipe. Donc on peut pas me dire il fallait virer Allen parce que l'attaque elle marchait mal, etc. Non, c'est le coach qui doit tenir l'équipe et qui doit installer un climat, et qui doit installer des habitudes de travail, et qui doit, s'il dit à son coordinateur offensif tu fais ton truc, tu gères, il doit pas ensuite dire ah bah non mais en fait je vais me mettre dedans, qu'est-ce qu'il fait, je suis pas content qu'il le fasse. C'est très bizarre. Non, ouais, non, il y avait un vrai truc. Donc, comme d'habitude, c'est Cleveland, on repart. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ils ont des joueurs sur lesquels ils peuvent bâtir. Donc, s'ils arrivent à prendre des bonnes décisions et à entourer ces joueurs-là, ils ont l'air d'avoir un quarterback, ils ont l'air d'avoir un super pass rusher avec Myles Garrett, ils ont l'air d'avoir plein de choses. Donc, s'ils arrivent à gérer ça, peut-être que. Mais c'est Cleveland. Du côté des Steelers, quand même un mot sur James Conner qui commence à faire presque oublier le Von Bell. 146 yards au sol, 2 touchdowns, 5 réceptions, 66 yards. C'est quand même très costaud ce que fait James Conner. Sur ce match-là, oui. Maintenant, il n'a pas toujours fait que des bons matchs depuis le début de la saison. C'est un peu en dents de scie. Hein. C'est-à-dire que tu as une semaine où il fait 100 yards, l'autre, il en fait 30. Donc, alors, il est à 3 semaines de suite à plus de 100 quand même. C'est mieux. J'attends encore la fin de la saison, hein, parce qu'on est comme mi-saison. Il faudra voir quand ça compte, c'est-à-dire en play-off.
C'est vrai, il y a ça, mais encore une fois, moi je suis plutôt, ils ont quand même, ils forment quand même bien leurs coureurs et ils se débrouillent quand même bien, hein, du côté de Pittsburgh. Oui, non, mais c'est pas nul, hein. Mais voilà, encore une fois, je me suis emballé. Enfin, je me suis très vite dit en début de saison, ah bah c'est parfait, James Conner, il va faire le taf toutes les semaines. Bon, c'est pas encore Le'Veon Bell. Bon, en tout cas, il y a pas de match, hein, si les erreurs font pas une erreur monumentale sur un punt, suite à un safety. C'était un réengagement, il touche le ballon, ça offre un touchdown, pas un touchdown, mais ça offre une super position à Cleveland qui réduit un peu le score, mais sinon il y avait pas de match, hein. Raiders 28, Colts 42, incroyable, les Colts sont de retour, j'ai envie de dire presque. En tout cas, 2 victoires de suite, encore 222 yards au sol, 2 fois de suite à plus de 200 yards au sol et ils sont pas loin d'être prétendants dans cette division, j'ai envie de dire, parce que les Jaguars s'écroulent, les Titans sont pas si bons et il y a Houston devant qui en a gagné 5 de suite, mais qui est pas non plus une assurance, touriste pour, tenir à fond, hein. Non, je les vois encore un tout petit peu en dessous des Texans peut-être, mais clairement si Luck continue à jouer comme il est censé jouer depuis qu'il est en NFL, ouais ça va mieux, hein. De toute façon le jeu au sol, ça c'est sûr, c'est une surprise et puis c'est une très bonne surprise pour eux. Mais moi je suis très content et surpris de voir Luck revenir aussi bien alors que ça fait quoi 3 ans qu'il joue 3 matchs et qu'il se blesse et que quand il revient il se blesse et que donc là, c'est cool. Ça fait plaisir de voir parce que c'est un super joueur et il était censé devenir un des top quarterbacks de cette ligue. Il l'est pas du fait de ses blessures, mais ça fait plaisir. Moi, il y a plus débat pour le comeback de l'année, hein, clairement, on trouve qu'il est Non. il y a des Pour très l'instant, forts, non. mais il est hors catégorie. Raiders, Derek Carr est quand même à 3 touchdowns, 17 passes complétées à la suite. Honnêtement, on peut pas lui reprocher grand-chose. Il fait ce qu'il peut, mais il y a plus rien autour. Ouais, c'est pas lui le problème de cette équipe-là, hein. C'est l'ambiance un peu, j'ai l'impression, délétère, j'aime bien ce mot, autour de lui. Et voilà, il se débrouille comme il peut. Il y a pas énormément de jeu au sol, il y a plus énormément de défense non plus, parce que quand on prend 42 par la musette, par les Colts, c'est quand même pas incroyable. Donc ouais, je sais pas si finalement ce serait pas mal que lui aussi aille voir ailleurs que du côté de Auckland. Ouais. Oh, on n'en est pas là, mais Bah pour lui, ça aurait presque été bon franchement. pour lui, ouais, c'est pas bête. Cardinals 18, 49ers 15. Josh Rosen est arrivé dans le dernier quart, 2 touchdowns pour lui. De quoi aller chercher la victoire. Il termine à 23 sur 40, 252 yards, 2 touchdowns, une interception. Larry Fitzgerald aussi sort de sa boîte, 8 réceptions, 102 yards. Encore 3 réceptions pour Christian Kirk. Ils ont donné plus de ballons à David Johnson. Ça y est, ça va mieux. À minima, en Ouais, 84. enfin, c'est quand même pas le match de l'année, hein. Oh la vache. Ouais, bah, désolé de toucher ton enthousiasme, mais ouais, si vous avez vu le match, vous savez quand même que c'était pas du grand football. Ouais, et maintenant, oui, Arizona, ce match-là, c'est bien. Larry Fitzgerald, de toute façon, c'est le gars, c'est un gars sûr jusqu'à la fin de sa carrière, qui je pense est à la fin de la saison. Il sera toujours là, quel que soit le quarterback qu'il aura. Je suis pas encore convaincu, hein. Et David Johnson, il est encore loin de ce qu'il avait été capable de faire dans ses premières saisons. Donc, je sais pas. Je suis un peu dubitatif sur Arizona. Je lui en aurais tellement pas voulu à Larry Fitzgerald de signer chez des Eagles ou chez des Patriots pour essayer d'aller chercher une bague, quoi. Non, mais c'est un gars réglo. Les Niners se battent, ils n'ont pas tenu le dernier quart, ils sont à 1 sur 4 sur 3e tentative dans le dernier quart. Ils se battent avec ce qu'ils ont, cette équipe de San Francisco, mais évidemment, c'est compliqué. On en reparlera un petit peu dans le match du jeudi. Ouais. Texans 42, Dolphins 23, Deshaun Watson chaud, 5 touchdowns. C'était jeudi, évidemment. Yes. Encore un cours à 100 yards pour Houston, pas un seul sac encaissé. Ils ont roulé sur Miami. Ça commence à sentir bon, ça fait 5 de suite. Et si en plus il prend plus de sacs, alors là, tout va bien. Ouais, bah voilà, finalement, le seul truc qui leur manquait, c'était la ligne offensive. Maintenant qu'ils l'ont, et ils vont pouvoir tranquillement améliorer le reste et encore améliorer. Bah, je sais pas bien où tu veux améliorer. Enfin, quels sont les progrès significatifs qu'il y a à faire si tout le monde est à ce niveau-là. Encore une fois, quand tu disais tout à l'heure que les Colts étaient en train de prendre la main dans cette division, moi je trouve quand même que Houston, c'est solide un peu partout. Enfin, c'est à peu près solide partout. La défense, peut-être tu peux peut-être améliorer un peu les lignes arrière en défense. Mais sinon, c'est une équipe qui est agréable et qui a un gros potentiel. Et puis très bon plan pour cette équipe de Houston, puisqu'ils viennent de récupérer Demarius Thomas. Je suis en train de regarder la contrepartie. Un 7e tour. En plus. Oh, ouais. Alors attends, pardon, je dis une bêtise. Quitte Denver pour rejoindre Houston contre un 4e tour. Les deux équipes s'échangent aussi un 7e tour. Donc a priori, c'est contre un 4e tour.
Ah oui, donc la même année, Miami prendra la place de Houston dans le 7e tour. Enfin, Ouais, il y aura un swap on sait pas selon. qui est où dans le classement, donc c'est complètement C'est idiot, ça. mais d'accord. Non, mais oui, ils prendront le plus avantageux, je suppose. Ah oui, Mais, bah oui. et alors en plus, Houston joue Denver ce dimanche, tiens. Donc c'est vrai que. Ah bah du coup, Demarius, il peut rester à la maison. Ah oui, c'est à Houston en plus. C'est à Denver, pardon. Donc il peut rester chez lui et attendre sa nouvelle équipe. C'est bon. Ça, c'est pratique comme échange. Ouais, il Non, faudrait mais qu'il aille encore une fois, s'entraîner avec eux. non, mais après, je précisais, c'est pas mal parce qu'ils ont perdu Kyle Fuller, pas Kyle, Will Fuller, pardon, Oui, ouais. sur blessure dans ce match contre les Dolphins. Donc, ils pallient tout de suite à cette absence-là. Ça montre qu'ils sont quand même dans l'idée de gagner maintenant. Ouais, c'est Parce pas la qu'ils ont même pas dit, rapidité hein, quand même entre les deux. c'est pas tout à fait le même profil, Fuller un peu plus longiligne quand même. Bon, et puis du côté de Miami, pas mal de déceptions sur cette équipe au sens où ils en prennent 42 quand même. Il y avait eu un début de saison prometteur, après ils reviennent quand même à la normale et ils reviennent un peu à ce qu'on attendait d'eux, quoi. Il revient à ce qu'on attendait d'eux, encore plus sans Ryan Tannehill, encore plus sans véritable jeu au sol, puisque Frank Gore est à 53 yards. Ouais, j'ai l'impression que ça va être une saison moyenne pour Miami. Là, ils sont à 4 partout. S'ils finissent à 8-8, c'est bien, mais ça ira pas faire beaucoup mieux. Et puis il y a quelques déceptions sur les joueurs draftés en défense qui devaient redresser la barre ces dernières années. Charles Harris, Raekwon McMillan, Cordrea Tankersley, qui étaient quand même des hauts choix de draft qui devaient être des piliers pour la défense. Il y en a quelques-uns qui ont marché, Xavier Howard notamment, mais ce gros renouveau défensif, il n'a pas forcément fonctionné, quoi. On termine avec Patriots Bills 25-6 pour les Patriots. Interception de Devin McCourty pour gagner le match. Longue interception, pick six. Ça fait 5 victoires de suite pour eux, mais il y a quand même eu 4 field goals plus le pick six, donc ça n'a pas été une partie de plaisir offensive. On sait que les Bills sont accrocheurs en défense. Après, ils n'avaient pas grand-chose à faire valoir en attaque, quoi. Non, ils ont quand même mis Nathan Peterman pour faire 2 petites passes. Les Bills, ils aiment prendre des risques. Mais Pour le non, spectacle. ouais, c'est ça. De toute façon, les Patriots ont peut-être pas tout donné, sachant qu'il y avait cette défense-là. Ils y ont été tranquillement. Et c'est quoi, c'est 9-3 à la mi-temps. Et puis, dans le dernier carton, une petite accélération plus interception qui aide bien. Ils ont été en contrôle assez tranquille tout le match. Les Patriots, vous en reparlerez notamment dans l'émission de jeudi, puisque ce sera l'affiche de la semaine. Un superbe match contre les Packers. Ouais. Nous, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Raoul, c'est à toi. Eh ben mon top, on en a parlé, c'est Cam Newton qui, je trouve, retrouve vraiment le sourire. Et on sait que quand il sourit, il aime bien sourire. Il se remet dans le bain, il avance, il fait avancer son équipe. Puis il est sympa à donner des ballons aux petits jeunes, aux mamies dans les tribunes. Enfin voilà, il y a un truc qui se met en place du côté de Carolina et Cam Newton, je pense, en est un grand élément déclencheur. Ouais, Cam Newton de retour. J'étais en train de me demander si tu allais redevenir supporter des Panthers. Non, on n'en est pas là. quand même pas. Mon top, c'est Michael Dixon, le punter des Seahawks. Je fais une spéciale Seahawks aujourd'hui, mais qui est censé prendre un safety. Alors apparemment, la tactique, c'était de prendre un safety, et puis finalement, qui voit la lumière et qui sort de la end zone, qui court et qui a des meilleures mains que Ty Montgomery et qui va gagner le first down. Et encore une fois, ça donne une de ces scènes avec Pete Carroll qui tape dans les mains de tout le monde et tout. Et comme je trouve Pete Carroll tellement cool, j'aime bien quand il tape dans les mains de tout le monde. Et super action de Michael Dixon sur ce coup-là. Donc c'est mon top de la semaine. Ton flop? Et bah du coup mon flop c'est son opposé, c'est Ty Montgomery, puisque bah il coûte pas le match dans la mesure où les Rams menaient, mais il enlève une grosse chance à Aaron Rodgers et tu l'as dit, peut-être que c'est motivé par la déception de pas être plus impliqué plus tôt, mais ils sont 53 dans l'équipe, tu peux pas sur un coup de tête te dire vas-y il faut que je brille. Pour moi si c'est vraiment ce qui s'est dit et pas alors son excuse de je sais pas où j'étais dans la end zone, ça c'est du pipeau. Donc si c'est ça, c'est décevant et c'est c'est mon flop. Le mien de flop, ce sera la draft 2015. Numéro 1, Jameis Winston. Numéro 2, Marcus Mariota. Numéro 3, Dante Fowler. Oula. Numéro 4, Amari Cooper. Aïe. Voilà. Autant dire que ça ne s'est pas passé totalement comme prévu. Non.
C'est sûr. Voilà, pour le top 4 de cette draft. Moi, je l'abandonne. Mariota Winston, pour moi, il n'y a pas de franchise player là-dedans. Ça va pas porter une équipe. J'abandonne Mariota et Winston, j'y crois pas. Amari Cooper, ça a quand même vachement baissé de régime et Dante Fowler, c'est quand même pas devenu le pass rusher qu'on nous promettait. Donc pour moi, la draft 2015, ce top 4 là, il restera pas dans les annales. Bah, en tout cas, pas pour le haut niveau de jeu, peut-être pour le mauvais niveau de jeu. Oui, on s'en rappellera de la mauvaise des manières. On passe à vos questions. Vos questions et on va enchaîner avec, si je retrouve, mon fichier. Yeah. Raoul, premier bilan de la draft 2018. Le meilleur et pire premier tour. Oh, c'est dur. Ouah, attends, c'est dur parce que je les connais pas, moi. Derwin James. Oui. C'est un des premiers qui me vient. Ouais. Xavier Howard, il est drafté cette année? Non. J'ai fait les rookies. J'ai fait les rookies de la. Je vais y arriver, pouf pouf. J'ai fait les rookies de l'année en plus. J'ai fait le papier aujourd'hui et je me rappelle plus qui j'ai mis. Mais est-ce qu'ils sont tous du premier tour? Alors attends, qui j'ai mis en offensif? Saquon Barkley, je crois. J'ai dû mettre Saquon Barkley. Bah, pour une équipe à 1-7, parce que c'est très mérité. Ouais, mais il a un rendement qui est quand même assez incroyable. Après, j'aimais bien Calvin Ridley aussi. Mais pareil, c'est une équipe qui est loin. Paf, je me le suis mis sous les yeux à l'instant. Ouais, il y a quand même pas grand-chose. Oh, t'es dur. DJ Moore. Oh, t'es dur. Calvin Ridley et Saquon Barkley, ils font quand même un gros début de carrière. Après, il y a tous les quarterbacks rookies qui sont un peu en développement. Classement des QB rookies. Alors, on va dire. Arnold est peut-être pas le meilleur de tous, mais est pour l'instant celui qui est peut-être le mieux parti, on va dire, je trouve. Ouais, moi je vais dire Darnold, Mayfield. Je cherchais le quatrième. Rosen, Allen. Non, Allen. Rosen. Ah oui, c'est Allen le quatrième que je cherchais. Oui, bah ouais, je vais dire Darnold, Mayfield, Rosen, Allen, parce que je suis pas convaincu. Il y a Lamar Jackson qui a été drafté en 32e par les Ravens, mais il est pas titulaire. C'est pas un quarterback. La meilleure surprise rookie. J'essaie d'aller chercher un peu plus loin. Qui nous a surpris? Mince, moi je me suis mis que le premier tour sous les yeux, du coup je vois pas. Ouais, ça c'est des questions pour Grégory Richard. Ça. Bonus qui gagnera en premier un Super Bowl ou une Ligue des Champions entre Odell Beckham et Kylian Mbappé. Bah, j'espère Kylian Mbappé, mais ça dépend dans quelle équipe. Odell Beckham, dans cette équipe des Giants avec Eli Manning, il est pas prêt de gagner. En revanche, si l'an prochain ils font venir un super quarterback, tu sais pas. Ça c'est sûr. C'était une question du genou de Rodgers. Salut la team, question impartiale. Hugh Jackson a préféré quitter les Bengals pour devenir head coach des Browns plutôt que d'attendre la succession de Marvin Lewis qui lui tendait les bras. Avec le recul, a-t-il commis une erreur? Son échec est-il imputable ou les Browns devait-il passer par cette purge en profondeur et il n'aura été que l'accoucheur dans la douleur? Question de Gold Rush Black Stripes. Bon, on l'a dit sur Brand, moi je pense qu'il fallait le foot dehors. Il n'y a aucun débat là-dessus. Après, est-ce du meilleur avec Cincinnati? Ouais, puis c'est surtout que Marvin Lewis, il y est toujours. Donc le gars, on lui a proposé un poste de head coach, tu le prends quand même. Tu vas pas attendre une hypothétique départ de Marvin Lewis qui est quand même vissé à son siège comme un débouché. C'était quoi l'expression? Comme une ventouse comme un débouché évier sur son sanitaire. Voilà. Je cherchais la classe. Oui, non mais voilà, il est fixé là, Marvin Lewis, il bougera jamais. Il a eu raison, Hugh Jackson, de tenter sa chance. Après, ça l'empêche pas d'être nul. C'est ça. Question de Clems, dans quel championnat majeur le back-to-back vous semble-t-il le plus compliqué? NFL, dernier en 2003 et 2004 et début des années 90. UEFA Champions League, uniquement le Real de Zidane depuis la réforme du début des années 90. NCAA Basketball, Euroleague, Coupe d'Europe de rugby. Non, mais c'est la NFL le plus dur. Oui. En Champions League, ils viennent d'en gagner 3. Ça, NCAA, je saurais pas te dire, mais à mon avis, il y a tellement d'équipes que. Il y a les Gators de Florida de Noah qui l'ont fait au début des années 2000. Après, je sais pas s'il y a eu un doublé depuis. C'est pas facile. Quel sport aussi, c'est le truc. Basketball. Basket, voilà, ça je connais pas assez. Football, c'est trop facile. Bama, il gagne tous les ans. Euroleague, ouais, Euroleague. c'est du basket, ça encore. Voilà, ça, moi, j'en connais rien. Non, mais c'est dur dans tous les sports, mais c'est encore plus dur en NFL. Voilà.
Bah ouais. Moi, j'irais juste Ah, là, retourne pas. honnêtement. Fidel Gastro, vous êtes le GM de votre franchise de cœur et vous devez changer de quarterback. Vous avez le choix entre Mariota, Winston, Tannehill et Bortles. Qui prenez-vous et pourquoi? Elle est tellement dure. Oh non! Mariota. Le 7e cercle de l'enfer. Ouais, Mariota et en fait, ça sera pas mon titulaire, voilà. Ah, pas bête, il a pas dit pourquoi. Vous devez changer votre QB. Non, bah non, hein, mais tu peux en vrai, de tout ce qu'il a cité et quand tu parlais du top 4 maléfique de 2015, Mariota, c'est peut-être le moins pire là-dedans dans la mesure où il sera peut-être pas trop nocif à ton vestiaire s'il est remplaçant. Ah oui, ça a l'air d'être un gentil gars. Voilà. Question subsidiaire, Julio Jones peut-il finir la saison sans inscrire le moins de touchdowns à la réception? Ce serait terrible. Ce serait Ouais, ça pour me l'image, paraît c'est ouf parce que c'est un des meilleurs receveurs, mais là, une saison sans touchdown, c'est fou. Ouais, il va y arriver. paraît compliqué, ouais. En tant que GM des London, quel duo de défenseurs choisiriez-vous? Chubb et Miller des Broncos, Bosa et Ingram des Chargers, Clooney et Watt des Texans. Des London Marmites, tu veux dire? Bah, il a juste dit London, mais oui, je suppose Marmite. Bien sûr. Moi, je l'ai déjà dit, ce sera JJ Watt, donc ce sera Clooney Watt. Mais alors moi, ce serait Bosa, Ingram sur les qualités intrinsèques, mais le problème, c'est que Bosa, il est jamais en bonne santé. Bah, tu me diras Watt non plus, en fait, hein, donc bon. Ouais, mais je sais pas, parce que si... Ouais, mais Bosa, il est jeune, hein. Il a jamais été en bonne santé, j'ai l'impression, quasiment. Ah, il est arrivé Très peu, quoi. tu peux pas enfin, ouais, sur une saison et demie, là, oui, oui. Non, mais je suis Bah, d'accord le avec problème, toi, ouais. il faut prendre Ingram et Bosa, mais il faut changer la résistance physique de Bosa. Donc c'était une question de Jeff The One qui mettait en PS. Alain, on te propose de commenter la NFL sur Bein, mais tu dois lâcher le site, tu fais quoi? Mais je garde le site, hein, les amis, c'est mon bébé, c'est le truc qui me... Fais pas ça, hein. Comment? Fais pas ça, nous abandonne pas. Bah non, mais je lâche pas le site pour quoi que ce soit. Attendez, ça fait 10 ans que je suis dessus, je vais pas Pourquoi lâcher le toi? site. Attention, on va pas dire ça quand même, hein, parce que si NFL.com vient de proposer de faire un podcast chez eux, Bon, moi il je y a des réfléchis matinales radio. Il y a des matinales radio aussi qui m'intéressent. Ouais, voilà, attention, hein. Mais je pense pas que je les intéresse. Non, mais après, voilà, enfin, je sais que c'est un truc. Beaucoup de gens me disent la télé, ceci, cela et tout, mais il y a des gens qui le font très bien. Et la télé, c'est pas forcément un de mes rêves. Moi, c'est plus la radio. Donc, je suis pas. En revanche, le Super Bowl pour TF1, on peut en reparler. Ouais, mais après, j'arrêterai pas si on me proposait ça. Je le ferais avec plaisir. Non, mais Oui, c'est ça, dans tous les cas, c'est des trucs que je ferais avec plaisir si on me les proposait, mais je lâche pas le site pour quoi que ce soit. Donc, non, non, il n'y a pas de. Encore une fois, je lâcherai le site pour la matinale d'Inter, mais a priori, ils n'ont pas très envie de moi. Donc voilà. Rob Bears, les critiques envers Derek Carr ont-elles vraiment lieu d'être? C'est tout de même un quarterback talentueux qui a connu 5 coachs différents et une blessure. N'est-il pas normal de lui laisser le temps de la stabilité de 2 ou 3 ans sous John Gruden pour enfin montrer son plein potentiel avant de le juger? Bah, il a déjà eu le temps. Alors, je suis d'accord que c'est un bon quarterback et qu'il n'a pas été toujours mis dans les bonnes conditions. Mais le temps, il l'a eu, hein. Ça fait quelques années qu'il est là. Donc, s'il n'arrive pas à faire passer un cap à cette équipe, c'est peut-être que c'est pas le bon endroit pour lui. Moi, je ne crois pas que ce soit son problème, hein. Je crois que c'est le problème de Auckland aujourd'hui et que ailleurs, il serait sûrement meilleur. Question de Jujuju, quelles équipes, quelles équipes, donc singulier ou pluriel, au top ont encore la plus grosse marge de progression? Bah, j'ai envie de dire, c'est flippant, hein, mais les Chiefs et les Rams, si leur défense, elle est encore meilleure. Ouais. Bah, ouais. On n'a pas vu qui on n'a pas vu cette semaine? Les Vikings ont encore une grosse marge de progression et pourtant c'est déjà une équipe forte, je trouve. Ouais, les Vikings, ils ont le potentiel, clairement. Et si leur défense elle se remet à faire du boulot, waouh, ça peut faire mal aussi, hein. Et quelles équipes du top tournent déjà à plein régime et ne peuvent pas faire mieux? Ça, c'est une bonne question. Qui est vraiment à bloc et au final, Moi, j'ai tendance à dire les Patriots. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient encore une énorme marge de progression par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Et pourtant, c'est une top équipe, hein, c'est pas la question. Et ils vont sûrement se qualifier pour les playoffs. Mais j'ai le sentiment que à New England, on n'a pas de quoi passer à un cap encore supérieur pour l'instant. moi, j'oserais jamais dire ça des Patriots. Non, mais ça reste quand même une des meilleures équipes de la ligue, hein. C'est pas et ils peuvent battre les Chiefs comme les Rams, mais aujourd'hui, je vois pas très bien sur quoi ils peuvent franchir un énorme palier. Moi, je tape un peu plus bas, mais je pense que les Redskins et les Texans sont quand même bien hauts dans ce qu'ils peuvent faire pour enchaîner comme ils enchaînent actuellement. Ça va être compliqué quand même Texans, c'est vrai, ouais. de faire mieux que ça. Qui a eu la pire fin de carrière des 2 Manning? Question de Blackmo. Ouais, Manning, Peyton, il part sur un titre. Eli, hein, ouais.
Donc c'est quand même dur. Et autant il agonisait pendant sa dernière saison, autant il part sur un titre. Et il Ouais. mettait PS à quand le podcast en live au Hard Rock Café. Excellent job les gars, on y travaille. Promis, on va essayer de trouver des dates. On va en faire un peu moins cette année, mais on voudrait en faire quelques dates qu'on va vraiment mettre en avant, pousser pour que vous soyez le plus nombreux possible. Donc on va essayer de concentrer ça sur la fin de saison. On pensait notamment début de playoff éventuellement et débrief du Super Bowl. Ça pourrait être des bonnes choses. N'hésitez pas à nous suggérer d'ailleurs, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires du site, des dates ou les moments où vous pensez que ce serait le plus cool de venir, parce qu'on sait que dans le cœur de l'hiver, c'est quand même pas toujours évident de venir un mardi soir en plein Paris. Question de The Manant. Pour vous, quel est l'avenir d'OBJ, nouveau quarterback chez les Giants et l'éclosion du prodige en termes de retour sur investissement ou opportunisme chez une autre franchise? Éclosion du prodige, il est quand même bien là le prodige, au niveau des stats, il fait le taf, ça c'est pas le problème. C'est s'il y a un nouveau quarterback, ils seront meilleurs, mais ça dépend presque pas d'Odell Beckham. Et il nous demandait aussi l'avenir de Blake Bortles, entêtement des Jags dans leur choix ou all-in ou reprise du quarterback par une autre franchise encore plus inconsciente. Bon, il sera, ça va être une carrière à la Ryan Fitzpatrick, ça va aller sur des bancs, ça va voler quelques billets. Ça va être pas mal. Et puis on termine avec François Drago de Grèze qui nous demande: bonjour l'équipe, question simple et d'actualité, quel va être le prochain coach viré? Doug Marrone, Sean McDermott, le coordinateur défensif des Bengals ou alors quelqu'un d'autre? Sean McDermott me paraît être un bon candidat. Non, la défense elle est trop accrocheuse pour moi, il est pas Je en sais danger. pas. Pour moi non, en tout cas. Moi je suis déçu, on parle plus de Mike Tomlin, j'aimerais bien que Mike Tomlin saute. Mais bon. Et alors, moi j'aurais dit Doug Marrone ou Dirk Cutter parce que pour moi ils sont à peu près le même coach interchangeable. Je pense qu'ils sont le même homme, mais avec des looks différents parfois. Je veux dire qu'il faudrait les échanger de place et que ça ne changerait rien dans les deux équipes. C'est le même coach fat standard qui peut pour moi c'est vraiment le même coach sans saveur, sans glamour, sans rien, sans innovation, c'est le coach standard NFL. C'est le coach qui, dans Madden, quand tu crées une partie, que tu simules en 2053 et qu'ils ont déjà changé tous les coachs, et bah tu tombes sur des Doug Marrone à la tête de toutes les équipes. Non mais c'est vrai. Je sais pas, je serais pas Cutter a priori, ce serait quand même logique sur les Buccaneers, mais si Fitzmagic refait parler la poudre. Ce serait ouf que le mec se fasse sauver par Ryan Fitzpatrick. Je regarde un peu le classement, mais ça me paraît les plus évidents a priori. Les Giants, ils vont pas déjà débarquer pas sur mur. Donc non, ouais, ça me paraît. À moins que les Falcons pètent un câble. Mais c'est pas dans leur genre. Ouais, ça m'étonnerait aussi. Attends, le précédent, il l'avait viré au retour de Londres. Ah, peut-être, ouais. Mike Smith, ouais. Ouais. Pas impossible. Bon, en tout cas, donc toi, tu paries, t'aimes bien McDermott. J'aime bien McDermott, ouais. Allez, Dirk Cutter pour moi. On termine avec le jeudi. 49ers, une victoire, 7 défaites. Raiders, une victoire, 6 défaites. C'est un vilain match. Et si vous faites le pont, moi, franchement, vous pouvez regarder. Mais vous pouvez aussi. C'est encore une heure plus tôt. C'est ça. Mais vous pouvez aussi profiter du pont pour vous reposer. Ou aller faire la fête. Ou sortir. Ou prendre une cuite. Ou regarder ce. Plus sympa que regarder ce match. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Selon Pro Football Référence, c'est le pire match en prime time de l'histoire de la NFL après le 1er novembre, sur le bilan combiné des équipes. Ils sont à 13,3% de victoires combinées. C'est le pire bilan cumulé pour un match de prime time après le 1er novembre. Puisque, évidemment, avant, des fois, on a des 0-2 ou des 0-3, c'est moins significatif. Là, après le 1er novembre, 13,3% de victoires, c'est le pire prime time de l'histoire. Donc, mon pronostic est simple, Derek Carr. Voilà. Ouais, c'est le seul qui peut à peu près faire quelque chose dans ce match. Donc, je vais dire Derek Carr, Raiders. Ouais, moi aussi. Et pourtant, tu vois, je suis en train de regarder sur le site des pronos NFL. Il y a plus de gens qui ont voté Niners pour l'instant. Ça m'étonne pas, ils ont un meilleur collectif. Ouais. Mais je prends le quarterback. C'est chez les Niners. Ça joue. Tu sais quoi, je vais prendre les Niners. Je me dis qu'ils vont. Parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, souvent, les équipes un peu nulles où c'est serré, ça se gagne à domicile. C'est vrai aussi. Bon, je te dis, moi, je me dis que les Raiders vont finir par en chipper un. Donc, je vais dire celui-là. En prime time, pourquoi pas. On termine avec le 2-minute warning. Raoul, justement, on en parlait. Quand va revenir Joey Bosa? Je ne sais plus. J'espère rapidement, peut-être dans 2 semaines. Est-ce que Steven Gostkowski va battre le record de points de marqué d'Adam Vinatieri? C'est vrai qu'on n'a même pas dit que c'était un des tops de la semaine quand même. Adam Vinatieri, meilleur scoreur de l'histoire. Ouais. On a le respect. Il lui en manque beaucoup. C'est pas facile quand même. Il lui en manque beaucoup, il va falloir durer. Mais il est sur un bon rythme. Ouais. Est-ce que tu penses qu'Aaron Rodgers apprécie Ndamukong Suh?
Qui n'apprécierait pas une Ben Kong-soo? Et puis on termine avec une question que j'avais prévue à l'avance, la trade deadline dans quelques heures, quel joueur aura été échangé au moment où les gens écouteront ce podcast. Alors on peut déjà dire qu'il y a eu Golden Tate et Demaryius Thomas. Un pronostic sur celui qui va être échangé entre maintenant et 22h, ça laisse 2 grosses heures. Eh bah, Odell Beckham, allez, soyons fous. Pronostic de ouf. C'est comme ça que se termine l'épisode 258 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Ce sera Raoul Villeroy et Grégory Richard. Dimanche, ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches. N'hésitez pas à y faire un tour. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Dolin, Philippe Nicolet, Mathéo, Oudatman, Gégin 37. Kyle, Julien Brossinon, Ziorval Trappiste, c'était ceux qui se sont ajoutés à la liste cette semaine, on les remercie. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, TD Actu sur Twitter, TD Actu sur Facebook, @touchdownactu. Ah bah voilà, il est parti trop vite, David Bowie. Ouais, vite, hein. Mais ouais, j'ai lancé l'intro trop vite, je pensais qu'elle était plus longue. Bref, @TD Actu sur tous les réseaux sociaux, Touchdown Actu sur Instagram, Raoul VDG sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même, @TD Actu pour le site. On vous rappelle encore une fois que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très très bonne semaine. Merci beaucoup Raoul. Bah, merci à toi, merci à tout le monde et à Loïc qu'on avait eu tout à l'heure. Et à Loïc évidemment. Et on vous dit à jeudi. Donc c'est Raoul qui sera là pour vous présenter les matchs de la semaine. Très bonne semaine à tous. Ciao ciao. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today.